Je n'aurais jamais pu imaginer que la simple recherche d'un manteau d'hiver détruirait tout ce en quoi j'avais cru au cours de ces 24 dernières années. Ce mardi matin-là, Marie m'a embrassé pour me dire au revoir, comme elle le faisait chaque jour de notre vie commune. Son sourire était chaleureux et familier, et ses yeux brillaient de cette tendresse que j'aimais tant. Elle a enfilé son imperméable beige préféré, a arrangé ses cheveux devant le miroir de l'entrée, et m'a dit qu'elle se rendait à une réunion de son club de lecture. Je l'ai serrée dans mes bras, j'ai respiré le parfum de son eau de toilette, celle que je lui avais offerte pour son anniversaire, et je lui ai souhaité une bonne journée. La porte s'est refermée derrière elle, avec un léger clic, et je me suis retrouvé seul dans notre maison, une maison remplie de souvenirs, d'une vie de famille que je croyais heureuse. Une demi-heure après son départ, j'ai décidé de chercher quelques cintres supplémentaires pour mes propres vêtements. Mon placard était plein à craquer, et je me suis souvenu que Marie gardait des cintres de rechange, quelque part, au fond de sa garde-robe. J'ai ouvert la porte de son placard, et j'ai été enveloppé par l'odeur familière de son parfum, mélangée au parfum de lavande des sachets, qu'elle glissait toujours entre ses affaires. J'ai commencé à écarter les rangées de ses robes et de ses chemisiers, quand ma main a heurté quelque chose de dur et de froid, caché derrière des robes d'été, tout au fond. C'était une boîte en métal, de taille moyenne, recouverte d'une fine couche de poussière. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Sur cette boîte, pendait un petit cadenas, qui avait l'air bon marché et fragile. Mon cœur s'est mis à battre, un peu plus fort. Non pas par méfiance, mais plutôt, par simple curiosité. Peut-être que c'était une surprise, pour notre anniversaire de mariage? Un cadeau, qu'elle gardait en secret. J'ai essayé d'ouvrir le cadenas, mais il résistait. Alors, je suis descendu dans le garage, j'ai pris un tournevis, et je suis remonté. Le cadenas a cédé, en moins d'une minute. J'ai soulevé le couvercle, et ma vie s'est divisée en deux, il y a eu un « avant » et un « après » cet instant précis. À l'intérieur, se trouvaient 3 téléphones portables, que je n'avais jamais vus de ma vie. Ils étaient tous allumés, et la batterie était chargée. J'ai pris le premier, et mes mains se sont mises à trembler, quand j'ai commencé à faire défiler les messages. Il y avait des centaines, non, des milliers de conversations, avec des hommes différents. Des photos de Marie, dans des endroits où je n'étais jamais allé, dans des poses, dans des tenues, et avec des expressions de visage, que je ne lui connaissais absolument pas. Elle souriait sur ces photos, mais d'une manière différente, de façon plus libérée, plus passionnée. Le deuxième téléphone contenait encore plus de preuves. Les échanges remontaient à plusieurs années en arrière. J'ai trouvé un message d'un homme prénommé André, à qui elle écrivait, il y a de cela 10 ans, alors que notre fille était encore à l'école primaire. Ce soir, mon mari part en voyage d'affaires, on peut se retrouver à notre endroit habituel, écrivait-elle. Je me souvenais très bien de ce voyage d'affaires, je me rappelais à quel point j'étais inquiet de les laisser seuls, et comment j'appelais chaque soir, pour m'assurer que tout allait bien. Dans la boîte, il y avait aussi une liasse de reçus d'hôtel. J'ai reconnu certaines dates. C'étaient les dates de nos voyages en couple, ces fameux week-ends romantiques, que je considérais comme la preuve de notre lien si fort. Pendant que je croyais qu'elle profitait des soins au spa de l'hôtel, elle rejoignait, en réalité, quelqu'un d'autre. Mais le véritable coup de grâce a été un carnet, posé tout au fond de la boîte. Je l'ai ouvert, et j'ai immédiatement reconnu l'écriture de Marie. Cette même écriture soignée, légèrement penchée, avec laquelle elle signait les cartes d'anniversaire, et rédigeait nos listes de courses. C'était un journal intime. Le journal de ses infidélités, de ses mensonges, et de ses manipulations. Je lisais les pages, et chaque mot était comme un coup de couteau. Elle y documentait ses rencontres, notait ses amants sur une échelle de 1 à 10, décrivait des détails intimes, mais le pire, c'étaient les remarques qu'elle faisait sur moi. Serge a encore cru à mon histoire de retard au bureau. Il est tellement naïf que ça en devient presque drôle, écrivait-elle il y a 3 ans. Parfois, j'ai presque pitié de lui, mais un homme qui fait confiance aussi aveuglément mérite ce qui lui arrive. Dans une autre page, elle décrivait notre anniversaire. Pour nos 20 ans de vie commune, Serge a préparé un dîner aux chandelles, il a lu des poèmes qu'il avait lui-même écrits. C'était touchant, mais en même temps, tellement pathétique. Demain, je vois Maxime.
voilà où se trouve la vraie passion. Je suis resté assis, sur le sol de notre chambre, pendant plus de 2 heures, lisant chaque mot, examinant chaque photo. Le soleil s'est déplacé dans le ciel, les ombres de la pièce ont changé, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mes 24 années de vie n'étaient qu'un immense mensonge. La femme que j'aimais, à qui je faisais une confiance absolue, et qui était la mère de ma fille, cette femme, n'avait tout simplement jamais existé. À sa place, il y avait une actrice redoutable, pour qui notre mariage n'était qu'une couverture bien pratique, et moi, je n'étais qu'un idiot naïf, digne de moquerie. Ce jour-là, quelque chose, à l'intérieur de moi, est mort pour de bon. Cette part de mon âme, si chaleureuse et si confiante, qui croyait en l'amour et en la loyauté, s'est tout simplement volatilisée. À la place, est apparu un sentiment froid, calculateur, et d'une cruauté absolue. Quand Marie est rentrée à la maison, ce soir-là, je l'ai accueillie avec un sourire. Je l'ai embrassée, je lui ai posé des questions sur son club de lecture, et je l'ai aidée à réchauffer le dîner. Elle ne s'est doutée de rien, mais l'homme, qui l'a serrée dans ses bras cette nuit-là, n'était plus son mari. C'était désormais le juge, le juré, et le bourreau, réunis en une seule personne. Et il commençait tout juste, à planifier, la vengeance la plus froide et la plus implacable qui soit. Je n'ai pas cherché à entrer en conflit avec elle. Chaque cellule de mon corps hurlait d'envie, de lui jeter ses téléphones au visage, de la forcer à avouer, et de voir, enfin, la peur dans ses yeux. Mais, j'ai réprimé cette pulsion. Une explosion d'émotions lui aurait donné l'occasion de se justifier, de manipuler la situation, et de faire jouer ses talents d'actrice. Non, j'ai choisi une autre voie. La voie du calcul glacial, et de la destruction méthodique. Au cours des 3 mois suivants, je suis devenu une personne totalement différente. En apparence, tout restait exactement comme avant. J'embrassais Marie le matin, je lui demandais comment se passait sa journée, et je riais à ses blagues. Nous allions au restaurant, nous rendions visite à nos amis, et nous planifions nos vacances, mais à l'intérieur, je m'étais transformé en un chasseur patient, rassemblant méthodiquement les preuves, et tissant un piège, dont il lui serait impossible de s'échapper. La première chose que j'ai faite a été de copier l'intégralité du contenu des téléphones. Chaque message, chaque photo, chaque appel, tout a été sauvegardé sur un disque virtuel sécurisé. J'ai acheté des micro-caméras, et je les ai installées dans plusieurs pièces de la maison, y compris dans la chambre. Était-ce légal? Je ne me souciais plus du tout de ce genre de détails. J'enregistrais chacune de ces conversations téléphoniques quand elle pensait que j'étais au travail ou sous la douche. Ces mensonges devenaient de plus en plus évidents lorsque je pouvais comparer ce qu'elle me disait à moi avec ce qu'elle leur disait à eux. Ensuite, j'ai engagé un détective privé ainsi qu'un expert comptable. Le détective la suivait, documentant la moindre de ses rencontres et chaque visite à l'hôtel. Les photos étaient nettes et irréfutables, et le comptable a découvert une chose que je ne soupçonnais même pas. Au cours des 8 dernières années, Marie avait systématiquement transféré de l'argent, depuis nos comptes communs, vers un compte secret, ouvert sous son nom de jeune fille. Elle me volait. L'argent que j'avais gagné, à la sueur de mon front, elle le mettait de côté, pour une éventuelle fuite, ou, très probablement, pour financer ses aventures extra-conjugales. Le montant total s'élevait à près de 50 000 €. Quand le comptable m'a montré les relevés des transactions, je suis resté assis dans son bureau, d'un calme olympien, même si, à l'intérieur, c'était un véritable ouragan de rage. C'est largement suffisant pour ouvrir un dossier pénal pour escroquerie, m'a-t-il affirmé. J'ai hoché la tête, et je lui ai demandé de préparer un rapport complet. En parallèle, j'ai consulté une avocate, spécialisée dans les divorces pour faute. Maître Hélène était une femme d'une 50aine d'années, dotée d'un esprit vif, et d'une réputation de professionnelle impitoyable. Quand je lui ai présenté l'ensemble des preuves recueillies, elle a lâché un sifflement d'admiration. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une telle quantité de preuves, a-t-elle déclaré. Avec un tel dossier, nous obtiendrons absolument tout ce que vous voudrez, la maison, les économies, et la garde de l'enfant si nécessaire. Elle n'aura droit à rien. Cependant, les simples conséquences juridiques me semblaient encore insuffisantes. Un divorce et un partage des biens, ce serait une punition beaucoup trop douce
pour payer 24 années d'humiliation. Je voulais beaucoup plus que cela. Je voulais détruire, non seulement notre mariage, mais les fondations mêmes de son existence. Vous devez comprendre, toute la personnalité de Marie reposait sur sa réputation. Elle n'était pas seulement ma femme, elle était l'icône vivante de la réussite conjugale dans notre ville. Tout le monde connaissait Marie comme l'épouse modèle, un pilier de la communauté locale, une femme que l'on admirait et que l'on citait en exemple. Elle était bénévole à la paroisse, elle organisait des événements caritatifs, et elle donnait même des conférences pour les jeunes couples sur le thème de « Comment bâtir un mariage solide ». Elle tenait également un blog sur Instagram, avec près de 51 000 abonnés, où elle publiait chaque jour des photos de notre vie de famille idéale, accompagnées de citations sur l'amour et la fidélité. Ses abonnés l'adoraient. Ils laissaient des commentaires du genre « Vous êtes ma source d'inspiration, quel beau couple vous formez avec votre mari, je rêve d'avoir la même relation ». Marie cultivait soigneusement cette image publique, passant des heures à retoucher ses photos et à écrire des textes touchants sur notre amour, des textes qui, pour la plupart, n'étaient que de pures inventions. C'est précisément cette réputation que j'allais détruire, de manière totale et irréversible. J'ai créé plusieurs comptes anonymes sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à bâtir des archives numériques. Ensuite, je me suis mis à la recherche de ses amants. En utilisant les informations des téléphones, j'ai pu identifier cet homme avec qui elle avait eu des liaisons ces dernières années. J'ai contacté chacun d'entre eux par courrier électronique en me présentant comme son mari et en leur expliquant la situation. Les réactions ont été diverses. 2 d'entre eux ont tout simplement disparu, sans jamais répondre. Un autre m'a insulté, en me traitant de perdant. Mais les 4 autres sont entrés dans une colère noire. Marie leur avait menti, à eux aussi. À l'un, elle racontait qu'elle était en plein divorce avec moi, à un autre, elle prétendait que j'étais un tyran cruel, et qu'elle ne pouvait pas me quitter, à cause de sa dépendance financière. À un troisième, elle avait même avoué qu'elle n'avait pas d'enfant, et qu'elle était totalement libre. Ces hommes, elle les avait utilisés, manipulés, en tissant une toile de mensonges autour de chacun d'eux. 3 d'entre eux ont accepté de me fournir des témoignages écrits et des preuves de conversation. Un autre a même enregistré une vidéo dans laquelle il racontait toute l'histoire de leur relation, comment Marie lui avait promis un avenir ensemble, comment elle lui avait emprunté de l'argent, puis avait disparu lorsqu'il avait insisté pour rencontrer sa famille. J'ai rassemblé tous ces éléments pour former un dossier béton. Les photos des hôtels, les enregistrements de ses appels, les extraits de son journal, les relevés bancaires, les témoignages de ses amants, et enfin, les rapports du détective. J'ai créé une présentation visuelle, j'ai fait un montage vidéo, et j'ai préparé les documents imprimés. Chaque détail avait été vérifié, chaque preuve était accablante. Il ne me restait plus qu'à choisir le moment idéal pour frapper. Et ce moment n'a pas tardé à se présenter. Marie m'a fourni elle-même l'occasion rêvée. Elle avait commencé à organiser une fête grandiose pour célébrer notre 25e anniversaire de mariage. 200 invités, la télévision locale et un photographe professionnel. Elle voulait transformer cet événement en un véritable spectacle, le triomphe absolu de notre amour éternel. J'ai souri lorsqu'elle m'a fait part de ses plans, et je lui ai dit que c'était une idée merveilleuse. Je l'ai aidé à régler chaque détail de l'organisation, sachant pertinemment que cette soirée ne serait pas la célébration de notre union, mais l'exécution publique de sa vie de mensonge. Ma vengeance serait froide, donnée en spectacle, et absolument impitoyable. Le jour de notre 25e anniversaire est enfin arrivé. Notre maison était décorée comme pour un mariage royal, il y avait des roses blanches partout, des guirlandes lumineuses, et des buffets remplis de mets raffinés et de champagne. Les 200 invités ont commencé à affluer dès 18 heures. Il y avait nos amis, les collègues de Marie, son groupe de bénévoles de la paroisse, mes propres partenaires commerciaux, nos voisins, et de la famille éloignée. Même l'équipe de tournage, de la chaîne de télévision locale, s'était installée dans un coin du salon, se préparant à filmer un reportage sur l'amour durable et les secrets d'un mariage heureux. Marie était tout simplement éblouissante, dans son élégante robe argentée, qu'elle avait mis un mois à choisir. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Son maquillage mettait en valeur les traits de son visage,
toujours aussi beau. Elle virevoltait parmi les invités, comme un papillon, recevant les félicitations, enlaçant ses amis, et riant aux éclats. Je l'observais de loin, et j'étais fasciné, par la maîtrise avec laquelle elle jouait son rôle. Si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais moi-même cru, à cette image d'épouse heureuse, et follement amoureuse. À 20h, Marie a réclamé le silence, et a prononcé un discours, qu'elle avait de toute évidence, longuement répété. Elle a parlé de notre rencontre, il y a 25 ans, des épreuves que nous avions surmontées main dans la main, de la force de l'engagement, et de l'importance capitale, de la confiance dans un couple. Sa voix tremblait d'émotion, quand elle décrivait la manière, dont je l'avais soutenue dans tous ses projets, et comment notre amour, n'avait fait que se renforcer, avec les années. Dans la salle, plusieurs femmes essuyaient leurs larmes. La caméra de télévision captait chacun de ces mots. Serge n'est pas seulement mon mari, a-t-elle déclaré, en me regardant droit dans les yeux, avec cette fausse tendresse, que je reconnaissais désormais, avec tant de facilité. Il est mon pilier, mon meilleur ami, l'homme à qui je peux tout confier, sans aucune retenue. 25 ans, ce n'est pas juste un chiffre, ce sont 25 années de dévouement, d'honnêteté, et d'amour inconditionnel. Un tonnerre d'applaudissements a résonné dans la pièce. Marie souriait, savourant cette ovation. Puis, d'un geste de la main, elle m'a invité à la rejoindre, pour mon traditionnel discours de remerciement. Je me suis levé, tenant une coupe de champagne à la main, et j'ai avancé lentement, à travers la foule des invités, pour me placer à ses côtés. Mon cœur battait calmement, et mes mains étaient d'une stabilité absolue. J'avais répété cette scène, des centaines de fois dans ma tête. J'ai levé mon verre, et le silence est tombé sur la salle, suspendu à mes lèvres. Merci à vous tous, d'être venus ce soir, pour partager avec nous, cette journée si particulière, ai-je commencé, d'une voix posée. 25 ans, c'est effectivement une étape majeure. J'ai longtemps réfléchi, à la meilleure façon, de marquer cet événement dignement, pour montrer à tout le monde, la véritable nature de notre union. J'ai marqué une pause, et Marie m'a offert un sourire radieux, ne se doutant strictement de rien. Et j'ai décidé, que le plus beau cadeau, que je puisse faire, à toutes les personnes ici présentes, c'est la vérité. La vérité pure, sans le moindre artifice, sur notre vie commune. J'ai sorti de ma poche, une petite télécommande, et j'ai appuyé sur un bouton. Derrière nous, sur le grand écran, que Marie avait fait installer, pour diffuser un diaporama de photos de famille, une première image est apparue. C'était une capture d'écran, de sa conversation, avec l'homme prénommé André. Des messages intimes, accompagnés de photos accablantes. Marie est devenue livide. « Serge, qu'est-ce que tu fais » a-t-elle bégayé. Mais j'ai levé la main, pour la faire taire. « S'il te plaît, ma chérie, ne m'interromps pas. Nos invités ont le droit, de voir la présentation jusqu'au bout. » Les 10 minutes qui ont suivi, ont été un enfer absolu pour Marie, et un choc hypnotisant, pour tous les autres. J'avais soigneusement monté une vidéo, qui exposait dans ses moindres détails, la réalité de sa double vie. Les messages s'affichaient à l'écran, les uns après les autres, chacun plus compromettant que le précédent. Les photos de Marie, en compagnie de divers hommes, dans les hôtels où elle se rendait, alors que je la croyais en réunion de travail, ou avec ses amis. Ensuite, un enregistrement audio a retenti, des extraits de son journal intime, lus par une voix, que j'avais générée artificiellement, à partir de ses propres podcasts, sur les valeurs familiales. Serge y a encore cru, il est tellement naïf. Mon mari, est une couverture bien pratique, pour mener la vie, dont j'ai vraiment envie. Parfois, j'ai presque pitié de lui, mais les hommes faibles, méritent ce qui leur arrive. La salle a été plongée, dans un silence de mort, troublé uniquement, par la voix diffusée sur l'écran. Je regardais les visages de nos convives, passer de l'incompréhension, à la stupeur, puis de la stupeur, au dégoût profond. La mère de Marie, a caché son visage dans ses mains, et s'est mise à pleurer silencieusement. Sa sœur Juliette, fixait l'écran la bouche grande ouverte, incapable d'en croire ses yeux. La présentation continuait. Les relevés bancaires prouvaient, comment Marie détournait de l'argent de nos comptes, près de 50 000 €, sur une période de 8 ans. L'évolution de ces manigances financières, était illustrée par de superbes graphiques. Puis, les témoignages vidéo de ses amants ont suivi, chacun expliquant comment, elle les avait manipulés,
comment elle leur avait menti, et comment elle s'était servie d'eux. Marie a tenté de m'arracher la télécommande des mains, en hurlant des phrases incohérentes, mais je me suis écarté, avec un calme absolu. Quelques invités avaient déjà commencé à regarder leur téléphone. J'avais programmé le système, de manière à ce que, pile à ce moment précis, tout le monde reçoive, par message, un lien vers l'archive complète des preuves, stockées en ligne. Éteins ça tout de suite, hurlait Marie. Son maquillage, autrefois si parfait, coulait sur son visage, à cause de ses larmes de rage et de panique. Tout ça, ce sont des mensonges. Il a tout inventé. Il est complètement malade. Mais il était déjà trop tard. La caméra de télévision tournait toujours, immortalisant sa crise d'hystérie. Les invités ont commencé à se lever. Certains se dirigeaient vers la sortie, en jetant à Marie des regards remplis de mépris. Ses amis de la paroisse, qui la vénéraient, comme l'exemple ultime de l'épouse chrétienne, lui tournaient le dos, refusant ne serait-ce que de croiser son regard. Seule notre fille, Anne, est restée à mes côtés, en posant une main réconfortante sur mon épaule. Je l'avais préparée, la veille de la fête, je lui avais montré, en privé, l'intégralité des preuves. Elle avait pleuré pendant des heures, mais elle avait fini par me dire « Papa, je te soutiens. Ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. » Quand la présentation s'est achevée, j'ai tranquillement porté un dernier toast, à la vérité, qui finit toujours par éclater au grand jour, et aux conséquences, que nous méritons tous d'affronter, suite à nos propres choix. Le lendemain matin, j'ai officiellement demandé le divorce. Les preuves étaient tellement accablantes, que l'avocat de Marie lui a fortement conseillé d'accepter immédiatement un règlement à l'amiable. Elle a absolument tout perdu. J'ai gardé la maison. L'accord financier était intégralement en ma faveur. Elle a été contrainte de me rembourser l'argent volé, et n'a rien obtenu du partage de nos biens communs. Cependant, les pertes matérielles n'étaient rien face au désastre social. La vidéo de la soirée a fait le tour d'Internet. Son blog sur Instagram a été supprimé en catastrophe, après que des milliers d'abonnés furieux eurent envahi l'espace des commentaires pour la traiter d'escroc et d'hypocrite. La paroisse l'a prié de quitter ses fonctions bénévoles. Son employeur, le centre de conseil familial, où elle donnait ses fameuses conférences sur le mariage, a purement et simplement annulé son contrat, craignant pour sa propre image. Ses amis, qui la portaient jadis au nu, ne répondaient même plus à ses appels. Les réseaux sociaux se sont enflammés, et le nom de Marie est devenu le synonyme ultime de l'hypocrisie et de la trahison, dans toute notre ville. 2 mois plus tard, elle a déménagé, à plus de 800 km de là, dans une ville où personne ne connaissait son passé. Mais, j'ai fait en sorte qu'Internet n'oublie jamais rien. J'ai créé un site d'archives ultra détaillé, parfaitement indexé par les moteurs de recherche, contenant la totalité des preuves. Quiconque tape son nom sur Google découvrira la stricte vérité sur la personne qu'elle était réellement. Parfois, tard le soir, j'ouvre ces archives, et je les parcours, non pas par méchanceté, mais simplement pour me rappeler que la justice a triomphé. Marie ne m'a pas seulement perdu, moi. Elle a surtout perdu la toile de mensonge qu'elle avait si soigneusement bâtie, cette image qu'elle chérissait, bien plus que notre mariage, bien plus que notre famille, et bien plus que l'honnêteté. On dit souvent que la meilleure des vengeances, c'est de vivre heureux. Mais moi, j'ai trouvé quelque chose de bien plus glacial, et de bien plus permanent. La vérité. Une vérité exposée, de manière si complète, et si implacable, qu'il est impossible de la fuir, impossible de la cacher, et impossible de restaurer, une image publique réduite en cendres. Et, contrairement à ces sombres petits secrets, ma vengeance ne sera jamais enterrée, au fond du placard de qui que ce soit.